Quand notre fils est né, nous vivions entre Rio, Paris et Los Angeles. Quand il aurait l'âge d'aller à l'école, il nous faudrait choisir un pays. C'est alors qu'au fil de mes lectures et de mes rencontres, une autre possibilité s'est présentée à moi. Fallait-il vraiment un lieu et un temps pour apprendre ? Die Geschichte des tapferen Ritters. When people think that unschooling is revolutionary and scary, they forget that that's most of human history was unschooling. Rock, paper, scissors, shoot. Aaron n'avait su lire qu'à 12 ans, alors que sa sœur Rachel dévorait déjà des livres à 3 ans. Leurs parents les avaient laissés apprendre à leur rythme. Nous nous demandions si nous serions capables de cette confiance. Quand c'est mûr, ça sort comme ça, comme une fleur qui se met à éclore. If you're doing abstract, it could be like loads of squares, say. One's big and one's small. You wouldn't know if that's perspective or one just being small and one being big. It's who's doing the measuring of what is necessary to be exposed to, and home education, and particularly child-led education, trust that the best person to make that choice is the person who is learning. Self-motivated learning, self-defined learning, life. It's just life, you know? Alors bonsoir, moi je me présente, je m'appelle Cathy Zago. On a créé l'association luxembourgeoise pour la liberté d'instruction il y a à peu près 1 an et demi. Notre but c'est pas de dire... Si c'est possible. Plus fort? Oui, plus fort. Oui, notre... Le film était trop fort. Oui, on n'a pas de micro. Ouais, notre but c'est pas d'inciter les gens à pas aller à l'école, mais de dire que c'est une option qui existe, parce que l'école ne convient pas à tout le monde, et d'informer les gens qui s'intéressent à ce sujet, et d'essayer de leur permettre de se rencontrer et d'échanger. Mais on n'est pas du tout militant, je pense que chacun doit faire son choix, et c'est un choix difficile. Alors aujourd'hui j'ai 2 invités, Bernadette Nazarian, qui est la maman de 2 grandes filles de 16 ans et 21 ans, qui ont été élevées en unschooling, donc qui sont maintenant grandes, et qui s'intéresse et qui est chercheuse dans l'instruction en famille depuis plus de 15 ans, qui connaît très bien tout ce milieu et toutes les problématiques en France. Et on a Madame Big, qui est professeure émérite à l'Université de Lille, et qui dans les sciences de l'éducation, et qui fait aussi de la recherche, parce qu'elle a suivi des mémoires d'étudiants qui s'intéressaient à l'instruction en famille, et qui a une autre approche, plutôt orientée du point de vue de l'école, peut-être, non ? Oui, enfin, disons, dans mes travaux, c'est plutôt du point de vue de l'école, mais comme j'ai rencontré des étudiantes, à chaque fois c'était des jeunes femmes qui étaient intéressées par cette question, ça m'a intéressée et je me suis sentie concernée. Voilà. Voilà, donc nous on est ouvert à toutes les questions, parce que Bernadette aussi connaît très bien la réalisatrice, a assisté à beaucoup de débats à Paris, et connaît bien le sujet, donc je vais poser quelques questions, mais vous êtes libre de poser les questions qui vous intéressent entre 2 questions, c'est comme vous voulez. Donc déjà, la première chose que je me demande en voyant le film, et là je pense que tu peux répondre Bernadette, c'est comment on arrive à se passer en tant que parent de toute référence, évaluation, tout ce qui est programme. On voit dans le film que des fois ils ont, comme il dit, l'estomac noué, et comment on arrive à surmonter ça et à lâcher prise. Alors en fait, moi je me pose même pas cette question, parce que ça me semble tellement artificiel au final, ces programmes et ces évaluations.
Est-ce que quand vos enfants, parce que j'imagine que vous avez tous des enfants, est-ce que quand ils ont commencé à marcher, à parler, à être propres, vous avez pris une grille pour regarder s'ils n'avaient pas 3 jours de retard, 3 jours d'avance, etc. Je veux dire, c'est naturel, et apprendre, c'est aussi naturel, et c'est dans la même continuité. Moi, c'est vraiment l'évaluation qui me semble complètement anormale, et en plus, elle est automatiquement subjective, cette évaluation. Parce qu'il y a eu un certain nombre d'expériences, par exemple, qui ont montré sur les notes. Tout le monde fait un devoir, là, admettons, et je note ce devoir, et je mets telle et telle note. Si on me redonne le même devoir dans un délai de quelques semaines, je mettrai peut-être d'autres notes. Et si on me redonne encore ce même devoir dans un délai de plusieurs mois, et encore une fois dans un délai de plusieurs années, je mettrai encore des autres notes. Et si ces mêmes devoirs sont donnés à Michel, donc pourtant les mêmes devoirs, les mêmes questions, elle mettra encore elle aussi des autres notes. Donc c'est complètement subjectif. C'est complètement subjectif. Et après, la vie de quelqu'un repose sur ça. Moi, je trouve ça dommage. Ok. Et si un enfant ne lit pas à 12 ans? Eh bien, ma fille aînée, elle lut très tard. Et dans le film, vous avez vu entre Aaron et Rachel, qui sont en plus d'une famille que je connais bien, 3 ans, 12 ans, ça fait quand même un grand écart. Et vous voyez que Aaron a écrit sa pièce de théâtre après, et que c'est un féru de Shakespeare, enfin un futur metteur en scène. Et c'est pas un problème, comme le disait Fabienne, quand c'est mûr, ça sort. Quand c'est prêt, ça sort. C'est tout, c'est pas l'âge qui compte. Et alors dans les écoles, parce que je me sens qu'il y a eu des projets d'enlever les notes à Luxembourg, et il me semble que ça a échoué. Alors comment ça se passe dans les écoles? Je pense qu'il y a des enseignants qui aimeraient bien aussi se passer d'évaluation et laisser un peu plus de liberté aux enfants. Les enseignants, je ne suis pas sûre. Plus les ministres. Oui, Benoît Hamon en a parlé justement la semaine dernière en France. Oui. Mais les enseignants ont l'habitude, ils ont l'impression que, disons, c'est aussi ce qui va légitimer leur métier. Et nous, en plus, à la française, on note sur 20 avec des demi-points. Donc on est particulièrement tatillon sur 1 point, 2 points, etc. Et il y a eu des tentatives pour noter avec des lettres de A à E pour que ce soit moins, comment dire, que ce soit moins biscornu en quelque sorte. Et enfin, ça n'a jamais pris, quoi. Ça a jamais pris. Et je dirais volontiers peut-être, il y a des effets qui sont assez compliqués parce que les parents demandent à être informés. Bon. Moi, je vois l'école maternelle, parce que j'ai travaillé pour former des enseignants depuis 1974. Donc, ça fait assez longtemps. Et en 1974, il y avait tout un mouvement comment dire, de libéralisation de l'école maternelle, avec des coins, des jeux, etc. Et on est revenu complètement en arrière. Et en plus, pour informer les parents, dire qu'il y a cette espèce d'effet pervers en quelque sorte, c'est qu'on s'est mis à évaluer les enfants à l'école maternelle avec des tableaux à double entrée, alors des compétences, des feux verts, des feux rouges, des feux oranges, etc. Et finalement, c'est une façon de noter, et ça a gagné l'école maternelle, mais dans une logique qui n'était pas une logique de notation, qui était une logique d'information. Donc c'est intéressant de voir aussi comment même le système est pris dans des logiques qui débordent et qui contribuent à créer des effets pervers. Je voulais dire quelque chose par rapport à votre question. Vous avez dit qu'il avait été question de ne plus donner de notes. Oui, mais attention, il ne faut pas confondre notes et évaluation. L'évaluation devait quand même avoir lieu. Hein. Oui. Oui, moi je m'étais laissé séduire par un projet pilote au Luxembourg. Je suis enseignante aussi au secondaire, le Naïe lycée, qui est devenu ensuite lycée Hermesheim. Et j'étais très enthousiaste de commencer avec ce système, jusqu'au jour où j'étais en plein dedans et que j'ai vu, ah oui, il y a quand même une fin de trimestre et jusque-là, il va falloir que j'évalue tous mes élèves. Et c'était justement ce que je ne voulais plus faire, évaluer les élèves. Et pourquoi vous deviez évaluer les élèves? Ben oui, il fallait leur remettre des bulletins. Sauf que nous, on ne mettait pas de notes, on mettait un texte. Et c'était encore beaucoup plus de travail. Et avec cette expérience-là, j'en viens à la conclusion que je comprends qu'on préfère mettre des notes. C'est moins de travail et le résultat est en gros le même, en fin de compte. Oui. Hein? Ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. Sauf que,
Sauf que, effectivement, c'est moins différencié, donc on ne sait pas où est vraiment la difficulté. Hein. En tant que parent, par exemple, l'élève le sait normalement. Mais le parent, il ne saura peut-être pas si c'est l'orthographe ou la grammaire ou je ne sais pas quoi. Donc on ne pourrait pas imaginer un système sans notes. Mais si, ça existe. Par exemple, vous parlez de ce lycée, il y avait justement hier au débat, il y avait quelqu'un qui a fait partie de ce lycée, et je ne connaissais pas l'expérience, donc j'étais très intéressée. Et en France, on a 2 lycées expérimentaux comme ça. On a le lycée autogéré de Paris et le lycée expérimental de Saint-Nazaire. Ils existent depuis 30 ans, tous les deux. Ils ont été montés par Gabriel Cohn-Bendit, donc le frère de Daniel Cohn-Bendit, et comment il s'appelait, Alain Savary, le ministre de l'Éducation de l'époque. Ma fille aînée est allée à l'école 2 ans et elle a justement été là, donc l'année du baccalauréat et l'année d'avant. Et ma fille cadette est là-bas aussi maintenant. Et il n'y a pas de notes dans ce lycée, en fait. Il y a un entretien de mi-parcours, donc au mois de janvier à peu près, parce que tous les élèves ont un tuteur, une tutrice, donc un professeur avec lequel ils ont un lien plus privilégié où ils peuvent parler de tout. Et donc ils font ce petit entretien, ils font un peu le point où ça en est. Si un élève veut absolument avoir des notes, un livret scolaire, etc., pour aller faire des études supérieures dans un endroit où on va lui demander, alors les profs vont lui faire. Et sinon, il n'y a pas de notes. Il n'y a pas non plus de texte. Non, non, parce que l'élève sait très bien où il en est, de toute façon. Ils ne sont pas bêtes, ils savent très bien s'ils sont restés dans le jardin à bronzer, ou s'ils sont venus en cours un petit peu, ou s'ils ont travaillé. Enfin. Mais pour des élèves plus petits qui sont en primaire ou en... Et c'est une habitude aussi, parce que les non-sco qui n'ont jamais de notes, ils savent parfaitement. S'ils apprennent, par exemple André Stam, quand il disait qu'il a appris l'allemand, bon, il l'a appris relativement tardivement, mais il y a des enfants qui apprennent plus tôt, ils savent très bien si quand ils veulent parler à quelqu'un en allemand, ils sont capables de dire une phrase, ou si la personne leur parle, s'ils comprennent, ou s'ils n'y arrivent pas. C'est pas qu'on leur dise c'est à 20 sur 20, s'ils arrivent à rien dire au final, ça sert à quoi? La fonction crée l'organe. Le besoin crée bien sûr, la si on motivation. apprend une langue, on sait très bien qu'après on est capable de parler dans cette langue. Si je décide d'apprendre le luxembourgeois et que je veux vous parler, et ben même si je passe un examen où on me met 20 sur 20, mais que finalement je ne suis pas capable de vous sortir une phrase, ou que si vous me parlez, je ne comprends rien, je fais quoi avec mon bac? Je fais rien. Ouais, mais qu'est-ce qui empêche les écoles de reproduire en fait un peu la même chose que ce qu'on voit dans le film? C'est ce que Freddy explique très bien, c'est qu'il faut classifier. En plus, dans le système français, de toute façon, l'école de Jules Ferry, quand on voit les textes de base, c'était quand même pas pour... Enfin, tous les textes montrent que c'est un système de classement. L'école française, elle prépare toujours pour aller dans la classe au-dessus. Donc, pour aller dans la classe au-dessus, comme il n'y a pas la place comme ça pour tout le monde, eh ben, il faut éliminer. On est dans un système de compétition. Et ce que disait aussi Jane Gatto, de sélection, voilà. Et ce que dit aussi Jane Gatto, c'est qu'il fallait préparer pour la main-d'œuvre du 19e siècle. Donc il y a des gens qu'il faut déjà, j'ai envie de dire, endoctriner pour leur montrer leur place dans la société. Toi, tu seras manœuvre, tu seras exécutant, toi, tu auras telle place et tu pourras réfléchir. Il faut rentrer ça dans la tête des gens. Mais là, on voit quand même les familles non scolarisantes, elles sont quand même de plus en plus nombreuses. Par Internet, elles savent de plus en plus qu'il y a cette possibilité-là. Est-ce qu'elles vont réussir à faire changer les attentes et ces critères de... Mais je ne crois pas que les familles non-sco ont envie de faire changer l'école. La non-sco, c'est une autre approche pédagogique, comme il y a la pédagogie Montessori, la pédagogie Steiner, Reggio, dont parlait Clara au début, ou Freinet. C'est une pédagogie. Les familles non-sco ne sont pas non plus des révolutionnaires qui veulent faire changer l'école. Elles vivent leur vie en espérant que les enfants soient bien. Comment? À force de démissionner l'école, est-ce que... C'est pas démissionner l'école nécessairement, c'est si vous allez dans un magasin et vous essayez une paire de chaussures qui est trop petite pour vous, vous n'allez pas révolutionner l'industrie de la chaussure, vous achetez la paire qui vous convient, et puis c'est tout. Vous n'allez pas marcher en ayant mal aux pieds. Moi je crois que, disons, faire changer l'école, enfin, éventuellement on peut toujours y penser, mais c'est peut-être un peu se donner un projet d'une ambition qui nous dépasse. Et que l'armature qui tient l'école, malgré tout, c'est les diplômes. Donc de toute façon, actuellement, on l'a vu là, ou même on le voit avec vos filles, à un moment donné, les gens court-circuitent l'école, avec les inconvénients que ça peut avoir, mais reviennent pour passer des diplômes par des ouvertures qui, dans l'état actuel des choses des sociétés, surtout nos sociétés un peu, je dirais, par ce côté-là traditionnel, les diplômes sont indispensables, donc tout particulièrement en France. On n'est pas très pragmatique sur l'évaluation des compétences des personnes. Donc, et les diplômes, c'est quand même tous les verrous qui font tenir le système. Est-ce que j'ai bien compris dans le film que
une bonne partie de ces familles voulaient aussi que leurs enfants aient cette possibilité, ou d'une autre manière. Enfin, la personne qui a fait le film, hein, elle s'est renseignée à Harvard pour savoir si des enfants qui n'avaient jamais été à l'école étaient reçus. Mais on a vu aussi que plusieurs de ces enfants avaient voulu étudier après. Hein. Je crois qu'il y en avait quelques-uns qui avaient des diplômes ou qui avaient fait une école, qui étaient en train de faire une école de théâtre ou des choses comme ça. Donc l'idée n'est pas de mettre en question les diplômes forcément. Non, tout à fait. De toute façon, l'école, elle change, la société évolue et l'école est obligée de s'adapter à un moment ou à un autre et d'évoluer d'elle-même. Mais disons, les parents qui choisissent le homeschooling ne veulent pas forcément écarter leurs enfants de l'université ou des formations, comment est-ce qu'on les appelle? Académiques. Ou autrement qui donnent les diplômes. Mais justement, alors en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Quand on voit les apprentissages autonomes, finalement, ils ont, d'après ce qu'ils disent, une enfance très heureuse, épanouie, ils vivent à leur rythme, leur biorhythme, ils n'ont pas de problème de fatigue et de surmenage et tout ça, et ils vont vers ce qui les intéresse, et rien ne les empêche de passer des diplômes. Donc pourquoi est-ce que ça ne se généralise pas? Qu'est-ce qui empêche? C'est de plus en plus quand même. Parce que je suis enseignante en maternelle et nous, par exemple, on veut changer la manière d'enseigner déjà dans notre bâtiment. Et je sais que dans d'autres communes, dans d'autres bâtiments, ils ont déjà changé. Donc l'enfant a la liberté de faire ce qu'il veut pendant la journée. Donc quand ils sont petits, c'est encore possible, mais quand ils arrivent au cycle 1, moi j'ai demandé à notre inspectrice, elle nous a dit elle sera assise pratiquement toute la journée. Est-ce que c'est pas vraiment nécessaire? Donc pourquoi ça s'est pas changé? Qu'en Allemagne, il y a des écoles où ils sont libres, vraiment, même à l'école primaire. Mais c'est très peu. Ici au Luxembourg, primaire, À Scholl. Ils sont libres en fait. Mais c'est pas une école libre, mais c'est une école qui essaie de faire autre chose. Alors, en tout cas, ils peuvent se lever et choisir une partie des choses, etc. Ils ne sont pas complètement contraints. Il y a la bonne école au Luxembourg que jusqu'à l'âge de 7 ans, on n'est pas enseigné non plus en fait. On doit quand même être là, on va là, les enfants sont là, il y a de l'apprentissage, mais personne ne leur apprend à écrire par exemple jusqu'à l'âge de 7 ans. Ça relonge un peu la chose. Oui, mais ils ont quand même des horaires à respecter. Absolument. Ils vont arriver quand même très tôt le matin. Ils quittent leur lit. 400 € par mois. 300, 700. Pourquoi ça ne se répand pas? En fait, déjà, la première chose, je pense que beaucoup de familles ne savent pas que l'école n'est pas obligatoire. Donc, je ne sais pas exactement les lois au Luxembourg, on a entendu hier une inspectrice, mais en France, l'école n'a jamais été obligatoire, puisque les lois de Jules Ferry de 1882 imposent l'instruction. Donc le fait que les enfants apprennent n'est pas nécessairement à l'école. Donc ça c'est la première raison, il me semble. Même si de plus en plus les gens l'apprennent, que ce n'est pas obligatoire, mais je pense que beaucoup pensent que ça l'est. Ensuite, eh bien, comme le dit Claudia dans le film, il faut que les parents aient envie d'accompagner les enfants. Et c'est pas non plus obligé. Il y a des gens qui préfèrent faire une carrière à l'extérieur, qui ne supportent pas d'avoir leurs enfants toute la journée ou beaucoup de temps. Et puis ensuite, on est quand même dans une société capitaliste avec une publicité qui nous crée plein de besoins. Et donc, on a l'impression que c'est absolument nécessaire qu'on ait le dernier iPhone, le dernier iPad, et telle voiture, et crédit de la maison, et je ne sais quoi. Et ben, pour payer tous ces crédits, il faut bien les travailler, parce qu'à moins qu'on ait un héritage comme ça d'un oncle d'Amérique. Oui, moi je pense que dans mon cas, par exemple, moi après ce film-là, je suis en souffrance parce que j'ai une petite fille qui vient d'avoir 10 ans aujourd'hui et à qui je vois bien que l'école ne convient pas, et donc ça fait peu de temps seulement que je m'intéresse à tout ça, à toutes ces options, et je ne peux pas me permettre d'arrêter de travailler. Je veux payer ma maison pour pouvoir offrir aussi quelque chose de matériellement. Je veux dire, on est dans cette société de matériel à mes enfants et je ne peux pas me permettre d'arrêter de travailler. Donc je suis en souffrance, j'ai mal, j'ai vraiment mal. Alors je me dis peut-être que
elle n'est pas mal à l'école, je vais dire, elle n'est pas en dépression ou quoi que ce soit, donc ça sauve encore un peu les choses, mais je vois que ça ne lui convient pas, c'est pas ça qu'il lui faut. Et bon, j'espère maintenant, en voyant ça et en prenant encore des renseignements, pouvoir lui offrir parallèlement à l'école, pouvoir lui offrir encore plein d'autres choses à côté, pour pouvoir l'ouvrir. Et voilà, mais c'est vrai que pour moi, ça ne serait pas possible, absolument pas possible. Et mon mari n'est pas du tout dans cette optique-là. Donc ça aussi, il faut voir aussi, il faut que toute la famille soit sur le même concept, sur le même projet. Et voilà, donc je ne peux pas dire à mon mari qui lui travaille 1 jour sur 6, 24 heures, je ne peux pas lui laisser mes enfants à la maison parce qu'il n'est pas du tout dans cette optique-là et il ne verrait pas du tout l'utilité. Il est militaire, donc il est très carré et très... voilà, donc c'est pas évident. Il y a une solution qui est interdite en France, mais qui est possible en Belgique. Pardon, je dis en France, le regroupement de familles non-sco est interdit, je pense. Oui, en Belgique, on a la Luxembourg. Au Luxembourg, je ne sais pas, mais en Belgique, c'est autorisé et il y a quelques écoles parentales qui commencent à exister. Donc, vous avez des références sur ces écoles? À Namur. Voilà, maintenant il y avait 6 familles au départ dans le projet, il n'en reste que 3 et c'est toujours la même chose, voir dans la durée comment ça va fonctionner, mais ce serait une manière pour les gens qui travaillent à temps partiel de pouvoir faire d'IEL. Moi j'y ai souvent pensé, souvent la logique qui revient, je me dis bah oui, mais voilà, 4-5 familles, chacun prend un jour. Et puis on apporte chacun notre richesse. Voilà. Ouais, parce que enseigner collectivement comme ça plusieurs familles c'est interdit, même plus qu'une famille. En Belgique, non. En Luxembourg aussi. Bon, avant, il y avait une loi où c'était 3 familles. Avec la nouvelle loi, c'est en fait une famille. Quelle famille? De quelle loi? Dans la loi du 6 février 2009. En fait, un enfant, c'est pas très clair. J'ai posé la question à l'inspectrice qui était là hier. Donc, dans la loi, ils disent qu'un enfant, voire plusieurs enfants, peuvent enseigner à domicile, peuvent être enseignés à la maison. Et ça, je comprends qu'indirectement, on ne peut pas mettre plusieurs familles ensemble pour enseigner à domicile. Et avant, ce n'était pas... Apparemment, avant cette loi, il y avait une limite de 3 familles. Ah, c'était précisé comme ça. C'était précisé, j'ai jamais vu cette loi, mais elle a été remplacée par... Moi, je pense que l'État n'a absolument aucun intérêt à ce que cela se développe. Parce que nous vivons dans une ère néolibérale. Tous les enfants doivent être formatés. Hein. Déjà, comme le disait ce monsieur Gatto dans le film, il y a plus de 100 ans, c'était déjà similaire. Donc, ils doivent être tous formatés et obéir aux mêmes, développer les mêmes réflexes. Hein. Et pas réfléchir trop. Au cours de ces dernières 20 années, on n'a fait que augmenter la durée de scolarisation. Avant, l'enfant devait aller à l'école à partir de 5 ans. Maintenant, c'est déjà 4 ans, plus... 3 ans. C'est 3 ans maintenant? Mais c'est pas obligatoire. Oui, mais on encourage le pré... comment ça s'appelle? Le précoce. Bon, disons qu'au Luxembourg, il y a peut-être des raisons particulières qui ne sont pas mauvaises en tant que telles. C'est d'intégrer les nombreux étrangers, leur permettre d'apprendre le luxembourgeois. Mais bon. La plupart des crèches sont en français. Non, pas le précoce. Le précoce, je parle du précoce. Là, je ne sais pas. Non, mais ça, c'est l'enseignement. Vous soulevez un problème qui est intéressant, qui est assez compliqué, parce que en France, donc l'école est obligatoire, enfin pas l'école. Maintenant on dit école parce qu'il y a une espèce d'amalgame. Voilà, de façon de noyer le poisson. Enfin, l'instruction est obligatoire à partir de 6 ans, alors que depuis les années 80, les enfants qui ne vont pas à l'école maternelle à 4 ans sont tellement peu nombreux qu'on n'arrive pas à les compter. Bon. Et la plupart vont à l'école à 3 ans, et s'il y a une diminution de la scolarisation entre 2 et 3 ans, parce qu'il n'y a pas de classe ouverte. Mais ce n'est pas une volonté des parents, c'est-à-dire qu'il faut repérer ça.
Et vous voulez dire, excusez-moi, je vous en prie, une question de compréhension. Les parents, ils voudraient déjà les donner à 2 ans. Oui. Ben oui, parce que l'école coûte rien, alors que la crèche va de 0 entre guillemets à 3 ans, et l'école, en principe, peut aller à partir du jour d'anniversaire de 2 ans. Bon, alors il y a quelques conditions qui, d'ailleurs, suivant les quartiers, les machins, ne sont pas toujours respectées, qui est que l'enfant soit propre. Bon. Mais il peut y avoir de la souplesse. Et vacciné. Oui, les France. Oui, les vaccinés aussi. Oui, bon, c'est un autre débat. Mais toujours est-il que ce qu'il y a d'intéressant quand vous parlez de la prolongation de la scolarité, si on regarde les dates, l'État suit. C'est-à-dire que la prolongation de la scolarité précède, au niveau de la pratique, elle précède les lois. Elle précède les lois. Et donc il y a des espèces de mouvements, si vous voulez, qui sont des mouvements sociaux qui sont assez intéressants, qu'on ne sait d'ailleurs pas expliquer, mais c'est pas comme quand chez nous il y a eu un ministre qui a dit 80% au bac. La montée, elle était déjà complètement amorcée depuis plus de 10 ans, donc il ne faisait que constater quelque chose et dire ça va être notre projet politique. Ça, non, mais vous voyez ça, c'est malin, oui. Donc il y a des paradoxes, vous voyez, il y a des paradoxes. Et cela dit, en Belgique, l'instruction obligatoire c'est jusqu'à 18 ans. Et ils ont d'autant plus de problèmes de décrochage que du coup, il y a des décrochages jusqu'à 18 ans. Moi j'ai une question sur le Luxembourg, du coup, parce que là ils sont à fond sur... c'est obligé d'être inscrit dans une Spielschule à partir de 4 ans, c'est faux? Parce qu'il y a des papiers officiels à faire. Si. C'est obligé. La scolarité obligatoire à 4 ans. Ah oui, donc c'est obligatoire. 4 ans, Donc on n'a pas le droit de faire du homeschooling alors. Parce que la loi Luxembourg. Il faut demander l'autorisation à un inspecteur. Sur 2 ans, c'est parce que les cycles sont sur 2 ans. Ah donc voilà, c'est ça en fait, je savais pas qu'il fallait demander à qui. À l'inspecteur qu'ils ont en principe pas le droit de refuser parce que c'est quand même dans les droits de l'homme, c'est un droit des parents. Mais l'inspecteur a le droit de essayer aussi, mettre la pression et vérifier si l'enfant a atteint il a la responsabilité certain niveau de connaissance. L'enfant reçoit une instruction parce que l'enfant a le droit à l'instruction. Donc c'est son rôle. Il passe une fois par an. Ça dépend. Il y en a qui passent plus. C'est à son bon vouloir. Dans la loi, une fois par an, et il regarde si les socles de compétences sont atteints. Oui, d'ailleurs, hier il y a eu des discussions à ce sujet. On demandait à l'inspectrice qu'est-ce qui se passe si un enfant de 8 ans ne sait pas lire. Et tout dépend de l'inspecteur. Elle avait l'air de dire que elle va regarder l'ensemble et si elle voit que les parents visent le socle des compétences, elle peut continuer à laisser faire. Maintenant, c'est très très subjectif. C'est d'autant plus malhonnête que même dans l'école, ils n'ont pas le socle des compétences. C'est ce qu'elle disait, justement. Elle disait qu'elle ne peut pas se permettre de dire aux parents qui n'ont pas respecté le socle des compétences, alors que dans les écoles aussi, tout le monde n'y arrive pas. Ils n'y arrivent pas davantage. Enfin, selon les enfants et leur moment, le moment où ils en sont, il y en a, ils sont pas prêts, ça rentre pas, c'est tout. Ouais, on ne peut pas forcer les apprentissages. Mais c'est ça le problème. C'est le problème? Pardon? Et je trouve que c'est ça le problème, parce que les enfants, ils sont forcés. Ils ont, je dis, pour le cycle 1, ils ont 2 ans ou une rallonge d'1 an, donc ils ont 3 ans. Et à la fin de ce cycle, ils doivent avoir atteint les socles de compétences. Et s'ils ne les ont pas atteints, bon, ils vont au cycle 2, mais là, de nouveau, ils peuvent de nouveau passer 3 ans. Mais à la fin... c'est une contrainte, une obligation qu'ils doivent avoir atteint ces socles. Et ça, c'est... Je pense que ça dépend vraiment de la relation de confiance qu'on va avoir avec son inspecteur ou son inspectrice. Oui, mais... Et si elle a le courage d'être en fait avant-gardiste quelque part par rapport au système. Je sais que chez nous, on nous a dit on ne veut pas laisser passer des enfants qui après sont au cycle 3 et qui ne savent pas encore lire ou écrire. Mais il y en a qui sortent de l'école dans cet état. Ben oui, c'est ça. Il y en a qui sortent de l'école à 16 ans dans cet état-là. Et à l'inverse, il y en a qui avancent bien et qui sont bloqués. Ils ne peuvent pas avancer plus. Il n'y a pas de logique. Ils n'ont pas fini les 2 ans du cycle 1. Et qu'est-ce qui se passe si l'inspecteur il t'aime pas,
les services sociaux viennent et forcent l'enfant à aller à l'école. Ou qu'est-ce qui se passe? On est en prison? Scolarisation. Donc en fait, tu dois obligatoirement scolariser l'enfant. Il va être rescolarisé d'office. Et si ça se passe pas, oui, je suppose que... Et à savoir que les communes s'en mêlent aussi. Moi, j'ai une amie qui me parlait de pression vraiment difficile à supporter, quoi. Enfin, Il y a la commune. Bah déjà, je pense qu'il y a des sanctions sur les allocations familiales, c'est les premières sanctions, je crois. Ah bah là-dessus, forcément. C'est que l'État, il veut nous contrôler un maximum. Et avec le matérialisme qui est de plus en plus fort, je ne parle pas au sens de Marx, hein, mais au sens de vouloir consommer, les deux parents doivent travailler, dans beaucoup de cas, pour qu'on gagne assez pour se permettre donc tous ces Non, objets. mais parfois il s'agit de manger aussi, il ne faut pas déconner. Non, mais d'accord, mais la tendance est à cela. L'État encourage ça. Et l'État va de plus en plus soutenir financièrement ou par des bons le fait que les parents déposent leurs enfants. Oui, c'est vraiment une tendance et je crois qu'il y a on a lu quelques articles dans des courriers de lecteurs de parents qui disent mais nous on ne veut pas être pénalisés si nous on s'occupe de nos enfants. Je ne parle pas de homeschooling, hein, mais juste un des deux parents qui reste à la maison. Il y a une pétition qui circule en ce sens. Ah oui, voilà, il y a même une pétition. Donc, oui, je vais même signer. Ces gens-là, ils se sentent pénalisés parce qu'ils payent les mêmes impôts que les autres et ils n'ont pas le bénéfice des bons ou autres services gratuits hein, que le gouvernement veut de plus en plus développer. Donc, c'est une volonté, je crois, chez nous au Luxembourg, mais je crois que ça s'inscrit dans une volonté au niveau européen aussi, et même peut-être mondial, de prendre en charge les enfants et de faire en sorte que les parents travaillent, soient occupés tout le temps et qu'ils gagnent beaucoup d'argent pour dépenser beaucoup d'argent. Mais quand nous étions jeunes, les mamans restaient à la maison. Ouais. Quand nous étions jeunes. Oui, d'accord. Ben oui. Mais la tendance est à supprimer cette situation. Pourquoi alors les maris gagnaient assez? On n'était pas riches, mais la vie était moi, différente. j'ai eu un enfant, j'ai pas eu envie de rester à la maison pour m'occuper de lui 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Oui, il y a des parents qui n'ont pas cette capacité. Oui. Ah oui, d'accord. Oui, je veux dire, quand même obligé financièrement, de voir la complication des choses entre ce qu'a produit, je dirais, des souhaits de libération de la femme par elle-même et par les femmes, et la structure de la famille. Donc, il y a ces premiers points. Il y a, honnêtement... Non, mais on n'est pas tout à fait d'accord. La même génération. Bon, non, mais c'est vrai, c'est un dilemme pour une femme. Ça peut être un dilemme. Je pointerais quand même que on ne peut pas seulement attribuer à l'État une espèce de volonté de former des consommateurs. Je crois que, de mon point de vue, c'est simplificateur. Depuis si on regarde l'évolution des États occidentaux et des États relativement, disons, développés, parce que ce n'est pas le cas des autres, les États sont devenus des États éducateurs, en proposant des stratégies de formation ou des lois, y compris pour la formation des adultes, et sont devenus des États protecteurs des enfants en considérant qu'on ne pouvait pas faire un espèce d'amalgame où la famille était un espèce de tout, où tout le monde aurait les mêmes intérêts. Alors, je prendrai juste un exemple. En France, on nous vante depuis pas mal de temps le fait que, par exemple, dans les pays scandinaves, en cas de divorce, les enfants ont depuis longtemps un droit à la parole et ont un avocat pour eux-mêmes pour défendre leur intérêt à eux spécifiquement. Or, il y a quand même, au niveau du droit à l'instruction des enfants, l'État un certain nombre d'États, ceux qui ont des structures suffisamment, je dirais, sophistiquées, parce qu'il y a des pays où ils n'assument pas cette tâche, qui se sentent concernés par le fait de vérifier qu'il y a effectivité de l'instruction.
Voyez. Donc c'est vrai qu'il y a des tensions entre des objectifs qui sont des objectifs différents et qui, à certains moments, peut devenir pour certaines personnes, bon, pour des non-sco par exemple, insupportable, parce qu'ils ne se sentent pas concernés de la même façon. Voyez. Mais les enfants, ils ont aussi des droits. Ils ont le droit de jouer, ils ont le droit de se reposer, ils ont le droit d'avoir une éducation qui leur convient par rapport à leurs capacités. Et ils ne sont pas respectés non plus ces droits-là dans l'école, parce qu'il y a beaucoup de mal-être, de souffrance. La plupart des gens qui nous contactent avec des enfants plus grands, c'est parce que leur enfant est en souffrance. Et alors là, ils vont trouver les moyens de faire le homeschooling, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Je voudrais juste revenir, excusez-moi, sur la place de la femme, parce que, en plus, j'aime beaucoup la réflexion d'Arnaud Stern quand il dit on n'a pas sacrifié notre vie pour nos enfants, on l'a partagée. Et c'est pas parce qu'on fait l'annonce que ça y est, on reste bobonne à la maison. Et d'ailleurs, Valérie le dit très bien que quand ses enfants étaient à l'école, elle était dépossédée, qu'elle n'était plus qu'une nounou, justement. En fait, d'abord, la plupart, et on est quand même aussi nombreuses à être des mamans solo dans l'annonce parce que j'entendais vous en parler tout à l'heure. Et donc, une maman solo, elle ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, il faut bien qu'elle travaille de toute manière et qu'elle assume tout. Et on travaille, mais on réorganise notre vie d'une autre façon pour essayer de ne pas être salarié. Alors il y a beaucoup d'entraide entre les familles aussi. Ça, c'est quelque chose d'important. Et ça ne veut surtout pas dire qu'on sacrifie sa vie avec nos enfants, qu'on passe 24 heures sur 24 avec nos enfants. Il y a justement une maman non-sco qui est mère de 4 garçons et qui est philosophe par ailleurs et qui conduit des travaux là-dessus et qui montre bien que de toute façon, si le féminisme, c'est de vivre comme les hommes et d'être en fait un homme en jupon, et ben c'est pas la peine, c'est pas ça la libération de la femme, de toute façon. En tout cas, pas pour notre génération. Ça a été le cas peut-être pour nos mères. On a une quinzaine d'années d'écart, je pense, donc ce qui explique aussi ce décalage de discours. Mais en tout cas, à ma génération, nous, on ne se sent pas libérés si on fait comme un homme. Voilà. J'ai pas dit que c'était ma rien contre les hommes. C'était une étape nécessaire. Voilà, oui, ça a été une étape nécessaire. On a bénéficié effectivement du combat des féministes, des 68 ardes, etc. Mais à notre génération, à nous, et celles qui me suivent, c'est encore autre chose, j'imagine, eh bien, on a un autre discours et des autres attentes. Et il y a beaucoup de femmes, je termine juste pour ça, mais dans le groupe là, dans le groupe parisien en particulier, il y a beaucoup de femmes qui sont diplômées par exemple et qui allaitent leurs enfants, qui font cododo, des choses comme ça. Et pour elles, elles se réalisent comme ça. Et quand on leur dit ah mais tu fais pas carrière, t'es avec tes enfants, enfin il y a eu beaucoup de tensions. Par exemple, Elisabeth Badinter avait publié un livre et elle lui avait répondu, elles avaient été certaines à lui répondre parce que c'était un décalage quoi. Voilà, on tenait plus. En fait, le sujet du soir, c'est aussi surtout qu'est-ce que l'école publique peut apprendre du homeschooling. Oui, et c'est pour ça que j'ai aussi choisi aujourd'hui et pas hier, parce qu'il fallait se répartir en couple. Mais, et je trouve ça assez intéressant parce que d'un côté, l'école publique, on voit toutes les failles qu'il y a. Mais il ne faut pas non plus... Bah, pas il faut, mais je vois quand même aussi l'école publique comme un droit qui a été revendiqué par les citoyens, en fait, et pour faire en sorte qu'il y avait l'intention, peut-être l'utopie, qu'on va équilibrer les inégalités sociales avec l'école publique. On voit que ce n'est pas le cas, et c'était quand même une des intentions des gouvernements à l'époque qui ont fait en sorte qu'il n'y a pas seulement les privilégiés qui peuvent se payer une école privée. Parce que ça, c'était la situation avant, qu'il y avait le droit à l'école privée. Bon, alors voilà, ça c'est une chose qui reste ouverte pour moi aussi. Après le film, c'est vrai, il y a beaucoup de familles qui ont dit il faut que l'amour et la liberté pour faire l'éducation à la maison. Mais bon, il y a quand même aussi les restrictions matérielles pour des personnes. Hein. Il y a des personnes qui doivent aller bosser pour nourrir et qui bossent à des moments... une femme de ménage et un ouvrier sur le chantier, c'est pas nécessairement un indépendant qui peut se permettre de travailler quand il veut. Non, la femme de ménage, elle travaille quand le patron il veut. Il y a même un combat social autour de ça au Luxembourg pour l'instant, et c'est
un métier qui est le plus déprivilégié. Alors, tout ça pour dire qu'il y a, je trouve super important qu'il y a la liberté de faire le homeschooling, mais pour moi, il y a aussi l'importance de faire en sorte que l'école publique, elle évolue aussi. C'est pour ça que je trouve cette question du soir assez intéressante. Et la réponse, si on regarde le film, pour moi, c'est d'établir des points de contact entre ces deux mondes, ou même plusieurs mondes, parce qu'il y a il existe plusieurs mondes, et comme ça peut évoluer. Les pratiques choisies à l'école pourraient se rapprocher de la vie de tous les jours. Et ça se fait aussi à l'école publique. À Differdange, par exemple, il y a l'école de nature, et il y a la Technikschule, et ça reproduit un peu des mais c'est toujours limité. Et à l'école primaire, c'est quand même, on peut se prendre toute une journée pour la nature. On sait que toute une journée pour la nature, c'est pas beaucoup pour explorer la nature, mais quand même, c'est déjà ça. Et on peut approfondir ça, à mon avis. Mais justement, je voudrais témoigner parce que nous, avec notre inspectrice, on avait en quelque sorte négocié que notre fille elle puisse aller quelques après-midi par semaine à l'école. Donc c'était un peu un compromis entre les deux. Eux, ils étaient un peu rassurés parce qu'ils la voyaient, et puis nous, ça nous convenait aussi parce qu'elle avait une autre expérience. Et je pense que si les parents ne font pas se mettre en position, ça c'est l'inspecteur, le grand méchant loup, comme disait hier Madame l'inspectrice, et qui ne se mettent pas dans un dialogue de confiance et qu'ils essayent de trouver des solutions qui conviennent à tout le monde, il n'y aura pas de changement. Donc je pense que les familles non scolarisantes, il faut qu'elles fassent aussi valoir leur motivation et essayer de trouver des compromis. Et je pense qu'il y a quand même une assez grande ouverture. Si on je essaye... crois que ça dépend beaucoup des personnes et des institutions, parce qu'on parlait avant, il y a l'école, mais il y a aussi la garde d'enfants qui a pris un essor énorme au Luxembourg. Tout ce qui est l'accueil, les maisons relais, je ne sais pas comment vous l'appelez en France, mais voilà, là on parle de la gratuité de 0 à 3 ans. Surtout là, il y a plein de logiques qui disent non, c'est pas là qu'on offre la gratuité, c'est là où c'est bien de rester à la maison. Et je vais partir, voilà. Mais voilà, il y a des maisons relais, en fait. Je me dis que je suis mais là, il y a parfois des institutions qui ne permettent même pas à dire je veux donner mon enfant qu'un après-midi. Voilà. Parce qu'alors tu prends une place à un autre enfant qui viendrait peut-être chaque après-midi. C'est une question de rentabilité. Il y a des listes d'attente énormes, alors tu es d'office exclu de plein d'offres en fait, parce que ça a même des répercussions sur les activités des vacances qui sont souvent beaucoup plus intéressantes pour les enfants. Si tu n'es pas inscrit comme enfant à la maison relais, tu n'as pas le droit de participer aux activités de vacances pendant les vacances. Et c'est tout un système en fait qui est bien... Je l'avais inscrite qu'une heure et je pouvais participer qu'une heure par semaine, donc elle était inscrite. À la maison relais. Et pour les grandes vacances, je pouvais m'inscrire. C'est quelle commune ça? Ça c'était à Bridal. Oui, voilà. Bon, après il se trouve que ça ne nous convenait pas. Mais je veux dire que si... 187 enfants, c'est la liste d'attente, donc c'est énorme. Ça dépend où tu vis. Peut-être, mais si on ne demande pas, de toute façon, il se passe rien. Oui, il faut essayer. Il faut essayer. Il faut les confronter avec une réalité qui est là. Et il y a de plus en plus de parents qui ont envie de s'occuper plus de leurs enfants. Donc ça, c'est aussi une réalité. Mais là, je pense que on est sur la bonne voie. Il faut une discussion ouverte. Alors, on pourra voilà, il faut qu'il y ait un mouvement des parents, à mon avis, pour que les choses changent. Et il ne faut pas croire que les inspecteurs sont si méchants que ça. Oui, parce que c'est clair que si le flexi-schooling est autorisé, donc que les enfants non scolaires pourraient accéder à quelques demi-journées ou journées par semaine à l'école de façon ouverte,
ça obligerait les enseignants à enseigner différemment de toute façon, et ça ouvrirait plein de choses. Mais alors justement, est-ce qu'on n'a pas un problème sur la formation des enseignants? Je ne sais pas comment ils sont formés au Luxembourg, mais en France, il y a un problème. Mais en tout cas, moi je suis psychologue pour enfants, je navigue sur les 3 systèmes. À la limite, c'est peut-être en Belgique où il y a des moins mauvaises surprises. Mais quand je vois les enseignants français ou les enseignants luxembourgeois, je me dis, ils ont du mal à comprendre ce que c'est qu'un enfant qui apprend. Et eux, ils ont tellement été formatés, à la limite encore plus que d'autres professions, qu'ils ont beaucoup de mal à avoir cette flexibilité-là. Et ils sont... Voilà. Et je me dis, c'est là qu'il faudrait d'abord réfléchir, c'est-à-dire leur donner à eux les moyens de penser les choses et d'être à l'aise avec cette liberté et cette façon de voir l'enfant, d'observer l'enfant. Déjà, ils ne savent pas observer les enfants la plupart du temps. C'est la première chose. Qu'est-ce que vous avez dit? Donc, mais il y a par exemple quelques semaines, au mois de mai, j'ai fait une intervention en SP, c'est les nouveaux centres de formation des enseignants, et donc c'était des enseignants du primaire, et bon, il y a eu un grand échange pédagogique, et à un moment, ils étaient très en demande, et ils m'ont demandé des conseils pour faire des cours sur les fractions de façon plus ludique, plus agréable. Bon, j'avais absolument rien à proposer, je ne sais pas faire les fractions, j'ai été dégoûtée des maths à l'école, donc je leur ai dit, écoutez, je ne peux pas vous dire ça, je ne sais pas le faire, mais je vais poster sur les listes NonSco, et j'aurai des remontées de toute façon, je transférerai. Et donc j'ai posté sur les listes de NonSco, il y a eu plein de parents qui ont proposé des jeux qu'ils utilisent ou des façons de faire pour les fractions. Donc j'ai refait un petit condensé de tout ça, donc j'avais un message à renvoyer à l'enseignant, et j'ai envoyé à l'enseignant qui a fait circuler à ses étudiants de ce cours. Mais c'est exactement le genre de collaboration que j'aimerais qu'ils se mettent en place, en fait. Parce que les enseignants ont aussi des choses à apporter à des parents NonSco qui voudraient peut-être des choses plus formelles, et les parents NonSco, en tout cas pour ce qui est de la France, mais c'est aussi dans d'autres pays avec lesquels je suis en contact, sont extrêmement curieux, se forment énormément. Beaucoup se payent les formations Montessori, par exemple, sur leur propre denier, fabriquent le matériel. Aux États-Unis, il existe une quantité incroyable de forums de discussion selon les pédagogies, Steiner, Montessori et autres, des sites entiers de vente de curriculum qui sont établis par des parents. Et tout ça, ça pourrait nourrir l'école, justement. Il pourrait y avoir un échange qui sortirait des manuels, des sempiternels manuels habituels. Oui, donc moi-même je suis luxembourgeoise, donc j'étais scolarisée au Luxembourg, au primaire, et arrivant là en âge d'aller au lycée, j'ai moi-même demandé à changer, donc mes parents m'ont mis en France, donc j'ai vécu moi-même la différence de pédagogie entre le Luxembourg et la France, et donc j'ai mon aîné qui, à la demande du papa, à 4 ans, est entré à l'école au Luxembourg, alors qu'elle avait commencé à 2 ans et demi en Belgique, et de passer de la Belgique au Luxembourg, j'ai été confrontée à un mur. Il n'y avait plus aucun dialogue entre moi, le parent, et les institutrices. Je ne suis pas du tout pour savoir ce que mon enfant fait chaque minute de chaque journée, etc. Mais je pense que le dialogue est quand même important. Et quand j'ai voulu instaurer un petit carnet de liaison pour dire cette nuit elle n'a pas bien dormi, elle sera peut-être un peu fatiguée, puisque à 4 ans on ne peut pas les garder à la maison l'après-midi pour qu'ils fassent une sieste, puisque c'est obligatoire, elle a complètement rejeté ce petit carnet. Et ce n'était pas que l'institutrice de maternelle, mais c'était pour les 2 ans de maternelle plus les 2 ans de primaire, jusqu'à ce que je dise à mon ex-mari, écoute, ça ne va plus du tout, ma fille est devenue grise. Elle est devenue grise, elle n'avait plus aucune confiance en elle, rien, plus rien. Donc je ne dis pas que nous, en tant que parents, nous n'avons pas aussi fait des erreurs, parce qu'il faut aussi se remettre en question, savoir se remettre en question, mais je reste persuadée, et je ne veux pas généraliser, que l'instruction au Luxembourg pour mon enfant a vraiment été néfaste. Et l'ayant vécu moi-même, voilà. Et je pense qu'effectivement, il y a un souci aussi de remise en question de la part des instituteurs, en tout cas une grande majorité au Luxembourg, et je vois vraiment la différence d'ouverture d'esprit en Belgique, en tout cas, et en France aussi. Mais en Belgique, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Je ne dis pas que toutes les difficultés sont écartées, mais il y a moyen de travailler déjà encore différemment. Pour moi, personnellement, qui n'avais pas de difficultés scolaires au primaire, qui avait toujours un bon carnet et des bonnes notes, pour moi, j'ai trouvé, donc je vous parle d'une vision d'enfant et d'adolescente, j'ai beaucoup mieux vécu ma scolarité en France
que je trouvais beaucoup plus pédagogiques, donc les matières, la façon dont elles étaient enseignées, qu'au Luxembourg. Et je ne vous parle pas enfin là maintenant en tant qu'adulte, mais ça c'était déjà ma vision à l'époque en tant qu'enfant et adolescent. Il y a aussi une grande différence. Donc ici au Luxembourg, on a les enseignants qui sont formés ici au Luxembourg à l'université, puis on a qui sont formés en Belgique. Et là déjà il y a une très grande différence. Donc oui, en Belgique on est enseigné plus vers la pratique, donc l'ouverture d'esprit, l'enfant, les stages. Ici au Luxembourg c'est vraiment la théorie et très peu de pratique par rapport à la Belgique. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des enseignants formés? Parce que comme on le voit dans le film, quelque part il suffit de répondre aux questions des enfants. Il suffit d'être là et de les accompagner. Je vais dire d'accompagner, d'être là et Mais le parent est un observateur naturel de son enfant. L'enseignant qui n'est pas le parent de l'enfant à qui il enseigne n'est pas forcément un observateur naturel. Si lui-même n'a pas été parent, c'est important d'apprendre l'observation des enfants. Je crois que c'est là que ça se joue. Et puis, voilà, c'est ce que j'allais dire aussi. Et ils en ont beaucoup, voilà. Observer le sien ou les siens, c'est pas pareil qu'en observer 20 qui sont 20 ou plus qui ne sont pas les siens. Mais est-ce que, parce que là, je pense à l'école du 3e type de Bernard Collot, finalement il y a un instituteur, plusieurs enfants. De tous les âges d'ailleurs. De tous les âges, ça n'empêche pas de les accompagner en étant seule personne, mais simplement en créant un certain environnement qui permet... mais tous les âges, donc ils s'accompagnent déjà mutuellement. Les classes uniques qu'il y avait autrefois, c'était déjà ça, c'est ça, dans une famille aussi, les grands s'occupent des petits. Et rajouter quelque chose par rapport au secondaire, puisque là on a parlé... Des petits, beaucoup. Pardon ? On a beaucoup parlé des petits. Oui, maternelle et primaire. Et bon, je suis enseignant secondaire depuis quelques temps. Et malheureusement, ce qui a été dit est quasiment tout aussi grave, sinon plus grave, au secondaire au Luxembourg. Je m'explique. Je viens de discuter ce week-end avec une collègue qui est enseignante de maths, parce qu'en France viennent de sortir les sujets du brevet en maths, et je lui avais envoyé, juste pour info. Et elle me répond qu'avec des élèves d'un âge comparable, ce serait impossible à passer au Luxembourg. Et on a eu une discussion d'1 heure pour que je saisisse bien pourquoi. Elle m'expliquait que les exercices demandés étaient tirés de la vie pratique pour voir à quoi servent, par exemple, la géométrie et autres, dans des exemples très parlants, très concrets de la vie actuelle. Et elle m'a dit, au Luxembourg, malheureusement, on se limite en quelque sorte à inculquer des automatismes. Voilà, exactement. Et je suis enseignant de lettres en fait, donc français et italien, et je constate que, parce que je discute beaucoup avec mes élèves, que des matières comme histoire, bio, géo, chimie, physique et même mathématiques, c'est très souvent du recrachage, de l'apprentissage par cœur, avec des aberrations ou même pour... au Luxembourg, je parle du Luxembourg. Et par exemple, le bac en maths, je ne parle pas maintenant de la section B, qui est la section maths, mais pour certaines autres sections, au lycée classique, tous les ans, les examens se ressemblent très très fortement. Et je pense qu'on a tous compris à quoi ça mène. C'est-à-dire on les prépare à un exercice bête de reproduction pure et simple. Oui, tout à fait. Et je fais partie de la Commission nationale pour les programmes de français. On a instauré des épreuves communes qu'on fait faire à tous les élèves au niveau 9e, c'est-à-dire ils ont 15 ans, 3e trimestre 9e. Comment ? Non, c'est propre au Luxembourg. Oui, c'est-à-dire par exemple, ça se fait en français, allemand, maths. On avait le spécialiste qui a construit ces épreuves. Et en fait, il y avait 3 textes que les élèves devaient lire et puis répondre à des questions du type QCM, répondre par oui ou par non, justification. C'était, il fallait recopier les phrases du texte, etc. Et on était, pour une fois, je suis content, on était 25 représentants chacun d'un lycée à se révolter. Parce qu'on lui a fait comprendre que ce qu'on veut, nous, c'est à la limite, non pas un texte informatif bête, mais donner, par exemple, un texte narratif
ouvert, poser des questions ouvertes, que l'enfant aille chercher, je ne sais pas, chacun, sa réponse au fond de lui-même en interaction avec le texte. Et peut-être production libre ouverte, ou... oui, et en fait, refus complet de ce spécialiste, et qui dit, mais et l'objectivité, et comment faire pour ensuite avoir les critères, les indicateurs, etc. Et on en est à la technocratie pure, et c'est la question de l'évaluation derrière. Donc moi-même, en tant qu'enseignant, je me vois confronté, là aussi, malheureusement il n'y en a pas plus ici pour réagir, je veux dire de mes confrères. Oui, ok. Je pense que les enseignants, surtout du secondaire, il faut les former pour la simple raison que ils ont leur diplôme universitaire. Après, ils passent un concours au Luxembourg. Il y a 2 ans et demi de stage pédagogique. Mais, je vais dire ça comme ça ne sert pas à grand-chose parce qu'on leur inculque des théories hors contexte, difficilement applicables. Et ensuite, quand ils commencent en tant qu'enseignants, ils reproduisent ce qu'ils ont vécu eux-mêmes en tant qu'élèves. Et il faut quelque part casser ce cercle vicieux, je pense. Et si en plus les enseignants n'ont eux-mêmes été que élèves mais n'ont jamais fait un autre métier, oui, c'est pire encore. C'est pire encore. Ils n'ont jamais vécu d'ouverture. Voilà, jamais dans la vraie vie travailler autrement. J'ai par exemple, je me suis permis ce luxe, j'ai enseigné pendant 1 an en Italie, et c'était une découverte, mais de tous les points de vue. Par après, je suis rentré au Luxembourg pour faire enseignant ici, et je me suis heurté à un mur. Ça fait 2 fois qu'on a le terme de mur qui Mais c'est vrai. Mais est-ce que le numérique va pouvoir révolutionner un peu tout ça? Moi, je pense que le numérique va changer beaucoup de choses. Vraiment, j'observe vraiment très attentivement ce qui se passe aux États-Unis et c'est déjà tellement commun, en fait, usuel. Et les homeschoolers ont déjà cette autonomie dans l'apprentissage, donc le numérique c'est un truc comme ça. Les parents ont prioritairement aux États-Unis désinscrit leurs enfants de l'école publique parce qu'ils n'en étaient pas contents, donc il y a eu la démarche de les mettre à l'école privée. Et finalement, ils sont aperçus que l'école privée, c'était pas top non plus. Et comme le marché du travail a beaucoup changé, que beaucoup de gens maintenant travaillent de chez eux, justement avec l'essor des nouvelles technologies, c'est tout à fait simple de faire du numérique aussi pour les enfants. Et après, d'avoir quand même une vie sociale et toutes les activités. Parce que la première raison pour laquelle les familles aux États-Unis ne scolarisent pas les enfants, ce n'est pas la raison religieuse, comme c'est souvent perçu en Europe, mais c'est un mécontentement vis-à-vis de l'école. Et donc, je pense que le numérique, avec l'essor des MOOCs, dont on parle beaucoup en ce moment, même si ça existe depuis déjà longtemps, des MOOCs, vous savez, Massive Open Online Courses, les Massive Open Online Courses, les cours universitaires en ligne, et maintenant, ils ne sont pas que universitaires, de plus en plus, on va en monter pour des niveaux moindres, secondaires et, à mon avis, primaires aussi. Et je pense que tout ça va changer énormément. Alors à quelle vitesse, dans quel pays, selon les résistances, etc. Mais je crois que oui, il y a un institut aux États-Unis où le dirigeant de cet institut dit que dans 25 ans, il n'y aura plus de profs, il n'y aura plus d'école. De toute façon, il n'y aura plus de profs, il n'y aura plus de vocation, il n'y aura plus de crédit, il y aura le numérique. Donc ce sera tout à fait. De toute façon, il n'y a plus les moyens. Enfin, pour l'université et tout ça, il y a de moins en moins. Enfin, moi, je suis à l'université, je fais de la recherche aussi. Il n'y a plus de sous. Oui, voilà. En quoi sciences en psychologie. Oui, les sciences humaines. Non, à Paris. Oui, non, mais moi je vois les thésards qui doivent payer pour publier dans des revues. C'est hallucinant. Il faut presque acheter son doctorat maintenant. C'est grave. Mais les écoles privées américaines, du coup, est-ce qu'elles offrent des services innovants? Ah bah, l'école oui, aux États-Unis, comme il y a cette logique de marché, et je vous laisse la parole tout de suite, effectivement, les écoles ont compris que si elles veulent garder des élèves, d'ailleurs, les professeurs sont impliqués dans la gestion financière de l'école. Ils doivent aussi être capables de calculer que si on prend telle option pédagogique, comment ça se rentabilise. Ils doivent être capables de faire un plan comptable, en quelque sorte, ce qui est quand même très inusité en France. Un prof ne peut pas comprendre ça en France. Oui, mais c'est pas forcément l'idéal non plus. Je dis pas que c'est pas l'idéal, mais au moins il y a une réflexion sur aussi. C'est pas que commercial, si vous voulez. C'est pas juste se dire bon, si j'achète 3 ordinateurs, je les rentabilise au bout de tant de temps. C'est aussi qu'il faut que les enfants aient plaisir à venir, quand même. Ce que je voulais dire, avec le homeschooling, je crois que dans le film, on voit qu'il y a des contacts entre différentes familles qui font ça. Je crois que c'est presque comment dire, un prérequis, oui, une nécessité, parce que sinon,
les enfants sont quand même isolés. Ils sont peut-être bien dans leur famille, mais... Alors, ça, je suis pas d'accord. Oui, je demande, hein, oui, c'est pas... j'imagine que c'est comme ça, mais si quelqu'un peut me montrer autre chose, tant mieux. Hein. Donc, ils risquent... Bon, s'ils vivent dans une ville, ils risquent d'être un petit peu en dehors. Enfin, ils ont quand même des contacts avec les voisins, les enfants des voisins, j'imagine. Mais oui, bon, ça peut être bon. Mais s'ils vivent un peu plus isolés, d'une manière plus isolée, en un lieu où les maisons ne sont pas aussi rapprochées, ça risque d'être un peu difficile. Mais aussi pour encourager tout ça, hein, je crois que c'est idéal s'il y en a d'autres, s'il y a d'autres familles avec lesquelles on peut s'échanger et où il y a peut-être quelqu'un qui a une offre par la peinture, mettons, ou alors ils vont ensemble dans un cours de cirque ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités de rencontrer d'autres enfants et d'avoir une vie Il y en a beaucoup ici, même ici on s'en donne la peine. Moi, j'ai donné l'exemple d'Aubéry qui est déscolarisé. Il fait de l'équitation parce qu'il peut faire de l'équitation au niveau parce qu'il a le temps, parce qu'il n'est pas à l'école. Et là, il est tout le temps avec des enfants de tous les âges. Il apprend aux plus jeunes à monter, il accompagne les ados qui l'accompagnent lui, et il est tout le temps en connexion avec des enfants. Et dans de bien meilleures conditions qu'à l'école, puisque c'est pas de la rivalité, de personnel. À l'école, ils s'en prennent plein la tête. Et c'est pas le cas à l'extérieur. Ça, c'est le constat qu'on fait nous, quoi. Bon, est-ce que vous avez des chiffres au Luxembourg d'enfants scolarisés? Alors, en 2011, il y avait une question ministérielle, et il y en avait à peu près 22. Ça varie. Mais moi, j'en connais pratiquement 40, et je sais qu'il y en a plus. Ah oui. Oui. D'enfants. Mais pas 40 familles différentes. Non. Doute, hein. Après, les 40 que je connais, moi, d'enfants, c'est pas des enfants avec des besoins différenciés. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes. Alors, soit c'est des parents qui veulent s'occuper de leur enfant, tout simplement parce qu'ils sont petits et qu'ils se disent 3 ans à l'école ou 4 ans, c'est trop tôt et il a encore besoin de moi, c'est avec moi qu'il va être le mieux. Ou alors, c'est des parents où les enfants sont déjà mal à l'école pour diverses raisons. Et comme il y a Internet, ils savent que c'est un choix possible maintenant, donc ça... Après, c'est une question d'organisation. Et il y a des rencontres? Ouais, on commence à y en avoir. Déjà, quand on a des petits-enfants, 1 ou 2 enfants, ça suffit pour une rencontre. Ils ne sont pas besoin d'être 15. Non, mais... Parce que donc, une fois qu'on crée des liens avec une ou 2 familles, déjà, et ça peut être aussi des familles scolarisantes, hein, c'est pas forcément des familles déscolarisées. Donc, et après, il y a des activités qu'on peut faire, et puis après, plus ils grandissent, plus ils sont autonomes, ils peuvent faire des activités seuls. Et il y a aussi beaucoup de rencontres en Europe. Donc, pour ceux qui sont multilingues ici, il y a toujours des choses en Suisse, en Allemagne. Je crois qu'il y a 100 familles non-sco en Lorraine, en France, donc c'est déjà pas mal. Maintenant, après, la plupart du temps, ils sont souvent occupés, donc les gens sont pas... Mais on trouve toujours quelqu'un pour trouver quelque chose à faire. Maintenant, du côté belge, c'est vrai que j'ai pas eu encore de lien, mais il y en a aussi. Pas beaucoup. Oui, il y en a. Ouais. Oui, concernant les échanges avec les familles, alors par exemple sur le groupe sur Paris, on a un site privé entre nous les familles, il est partagé par 500 familles. Ça vous donne on a un planning comme ça d'activités absolument incroyable. Les enfants ont beaucoup d'interactions entre eux. Enfin, moi je me souviens quand mes filles étaient plus petites, j'allais toujours à une activité avec éventuellement les deux, mais je revenais jamais avec les mêmes enfants avec lesquels j'étais partie. Je revenais avec des enfants en plus ou avec les miennes en moins, et je les récupérais quelques jours ou quelques semaines plus tard. Et ma fille, elle a des amis dans toute la France, parce que les associations organisent des rencontres un petit peu partout, et donc ils ont des amis absolument partout. Mais en même temps, ça dépend vraiment des familles. Par exemple, les Stern que vous avez vu dans le film, là, André Stern et sa sœur Éléonore, eux, ils sont toujours vécus hors association. Et donc, ils n'ont pas eu ce besoin d'être comme ça avec d'autres. Et il y a un débat qu'il y a eu dans un cinéma près de chez moi la semaine dernière,
une personne a témoigné qu'elle avait des amis non-sco qui habitaient en montagne, je ne sais plus où, mais le parking pour arriver chez eux, hein, c'était déjà à 45 minutes à pied de la maison. N'oubliez pas le sel ou pas quand vous faites les courses, hein, mais déjà, donc, on se gare à 45 minutes à pied, et donc c'était une famille de 3 enfants qui évidemment ne voyaient pas des autres tout le temps, parce qu'avec des accessibilités pareilles, et elle disait qu'elle était parfaitement épanouie, qui faisait quand même un certain nombre d'activités, mais bon, c'est pas pareil que quand il suffit d'aller frapper son palier d'à côté. La qualité des interactions qui compte que la quantité. Ouais, voilà, ouais. La plupart de ces gens trouvent des solutions alternatives au travail salarié. Alors, en fait, ce qui est un peu expliqué aussi dans le film, c'est que c'est vraiment une remise en question. Alors, pour les familles, soit parfois ça commence par l'éducation, parfois ça commence par l'accouchement ou par l'alimentation, mais au final, tout est lié. Et on en arrive beaucoup à être dans ce principe de sobriété heureuse, par exemple, que défend Pierre Rabhi, donc à ne pas être des consommateurs à tout craint, donc à réduire absolument tout ce qui est financier. Et automatiquement, si on a moins besoin d'argent, ben on a moins besoin de dépenser, on a moins besoin d'en gagner. Au Luxembourg, c'est très compliqué. Moi, je suis maman solo. Un loyer, une voiture et de la nourriture, c'est chaud toute seule, quoi. Ah oui, non, mais je veux bien croire, mais à Paris aussi. Hein, bah oui, c'est vrai. Je crois que c'est partout, de toute façon. En fait, parent solo, c'est un truc, pour l'instant, qui n'est pas encore, c'est pas encore assez reconnu, je trouve. Enfin, on n'en parle pas, c'est genre, c'est normal, alors moi, j'ai l'impression d'être Wonder Woman au quotidien, quoi. Exactement. Non, mais je suis au bout du rouleau, je suis fatiguée, Et justement, moi, j'écris les chroniques éducation sur le journal des femmes, et là, à force d'avoir les confidences des copines, et puis moi de vivre un certain nombre de choses aussi, parce que je suis aussi maman solo, ça m'a énervée, et donc j'ai écrit 2 chroniques. Là justement, je suis sortie de mon réseau éducation, et j'ai écrit 2 chroniques que j'ai intitulées « Les mamans solo en ont plein le dos ». Et parce que justement, effectivement, on est Wonder Woman tout le temps, et c'est pas la non-sco qui appauvrit, c'est d'être solo de toute façon qui appauvrit. Et il y a un rapport de 11 qui s'appelle le collectif des 11, qui est un collectif de 11 sociologues. Le rapport est paru dans Mediapart, il y a eu un article là-dessus dans Mediapart, qui montre bien que de toute façon ces pensions alimentaires sont ridicules, parce que c'est complètement au-deçà des réels besoins des enfants, et que de toute façon il y a plein d'autres choses que les mères, parce que c'est souvent les mères qui gardent les enfants, payent, et qu'il y a un appauvrissement incroyable. Les restos du cœur, par exemple en France, vous connaissez les restos du cœur de Coluche, 70% des gens qui nourrissent sont des familles monoparentales. C'est quand même hallucinant. Donc de toute façon, effectivement, pour la société, les parents solo... Et alors ma fille va à la crèche, c'est une crèche qui coûterait 1 300 € par mois, je paye 100 balles, ça veut dire qu'il y a 1 200 € qui viennent du cosmos, les donner les mois et je m'occupe de mon enfant, quoi. Ça n'a pas de sens, enfin, je ne sais pas à qui le dire, vous voyez. Un enfant scolarisé coûte entre 15 000 et 19 000 € par an. Comment? Un enfant scolarisé coûte entre 15 000 On me les donne et je fais le nécessaire. Je sais qu'en France et au Luxembourg, dans la création d'une école privée, parce que je m'étais renseignée pour créer une école privée en Belgique, en France et au Luxembourg, ils considèrent que comme les parents payent dans leurs impôts la scolarité de leurs enfants, l'école est gratuite, donc l'école privée, l'État intervient dans les frais d'inscription. En Belgique, c'est pas le cas. Donc on paye non seulement dans nos impôts, mais si on ne va pas à l'école, on paye encore de notre poche pour le matériel, etc. à la maison. Donc là, une solution, ce serait que l'État soit alerté, mais bon, avec 22 enfants pour le pays... Mais on sait, moi, chez moi, il y a plein de trucs comme ça qui sont ridicules, mais chez qui je vais frapper pour dire, hey, les gars, c'est débile. Je sais pas... on préfère qu'une on est considéré comme des... Même à l'ADEME ou des trucs comme ça. Enfin, moi, j'ai été considérée vraiment comme une pauvresse, une profiteuse, alors que les gars, j'essaye juste de m'en sortir, de voir ce qui est possible et tout, mais il y a une espèce de truc vertical de contre-garde comme ça qui est insupportable. Et moi, avec le tempérament que j'ai, je peux pas, tu vois, c'est pas possible. Donc, à un moment, faut écrire dans des trucs, faut faire. Moi, je suis en train de faire des études. Maintenant, je me suis dit, je vais chauffer de la crédibilité. Pour qu'on m'écoute, quoi, que ça soit pas juste. Mais déjà, en tant qu'adulte, avoir accès à des études ou à des formations, ça fait des mois que je cherche à faire une formation, quelle qu'elle soit, une pédagogique. Et ben, si je ne suis pas institutrice, logopède, donc orthophoniste pour nos amis français, ou éducatrice, etc., je n'ai accès à rien. Donc il faudrait que je m'arrête de travailler 3 ans pour moi-même faire une formation, pour pouvoir faire une formation continue. Mais
nous, ce qu'on fait, c'est qu'il y en a qui font des formations d'éducateurs qui n'auraient jamais dû le faire. Non, mais je suis d'accord. Et qu'on aimerait bien avoir des mamans qui sont beaucoup plus... Mais je veux dire, c'est pas parce qu'on a un diplôme en main, parce qu'on a appris par cœur et qu'on a tout recraché, qu'on a la finesse pour faire... Enfin, voilà. Enfin, je suis révoltée. Là, et vous dites les mamans, et c'est moi, mon déclic, il est venu maintenant en tant que maman. Donc avant, je travaille 5 ans, j'ai été très visée sur le pratique quand je travaillais avec les enfants, mais maintenant je ne peux plus travailler en tant que maman, je ne peux plus travailler comme je travaillais avant, et c'était pas que je faisais que des fiches, et non, c'était même pas, c'était déjà assez ouvert d'esprit, mais déjà ça passe plus. Et je me sens très très mal à l'aise dans mon quotidien, dans le système, et j'ai dit je peux plus travailler comme ça. Et la réflexion, donc on me regarde avec des yeux comme ça quand je dis moi je veux pas scolariser mon enfant ici au Luxembourg. On me dit mais t'es enseignante ici au Luxembourg, tu soutiens pas quand je dis non, je peux pas. Parce que oui, quand on connaît bien le système. Oui, mon esprit c'est tout à fait autre chose. C'est la liberté, faire à son rythme, et c'est pas possible ici. Mais même en Belgique, il y a des instituteurs qui ont démissionné, parce que niveau collègues, niveau tout le reste, n'étaient pas soutenus dans leur approche un peu différente, un peu plus ouverte. Donc des gens formidables dont on a vraiment besoin dans l'école, et qui quittent tout ça pour être caissière, sincèrement, parce que... Mais je crois que c'est pas propre à l'éducation, ça arrive effectivement beaucoup. J'ai rencontré récemment, et je vais faire une chronique justement dans le journal des femmes sur elle, une maman qui est en congé parental, qui est institut de formation, et qui pense à ne pas scolariser ses filles, et qui me dit mais de toute façon je ne vais pas pouvoir retourner à l'école, c'est pas possible, maintenant j'ai trop réfléchi. Mais j'ai une amie puéricultrice qui a travaillé longtemps à l'hôpital, elle a eu un premier enfant, elle a eu un deuxième, elle a pris un congé parental, elle a commencé aussi à réfléchir à plein de choses, à faire du chant prénatal, du chant maman-bébé, de la réflexologie panthère, de l'art-thérapie. Elle a eu d'autres enfants depuis, et elle me disait mais je ne peux pas retourner à l'hôpital, c'est pas possible de toute façon. Alors effectivement, elle fait autre chose, elle forme maintenant les gens, mais parce qu'elle a une évolution dans sa pensée, et je pense que c'est dans l'enseignement, c'est dans la santé, il y a plusieurs métiers. Mais ces gens-là, c'était pas une évolution, c'est vraiment parce que les portes étaient fermées et que dans le groupe avec les autres collègues, ce qu'ils proposaient ou leur vision un peu différente, un peu plus ouverte ne passait pas, et de toute façon ces enfants-là, déjà en tant que professeur de dire de toute façon ces enfants-là on n'arrivera jamais à rien en tirer. Ben, ces gens-là, ils disent mais qu'est-ce que je fous ici quoi, je me donne corps et âme et je suis enfin il faudrait que tous ces gens puissent se regrouper en fait et puis monter quelque chose plutôt que d'être désolés dans leur coin et faire caissier dans leur coin. Donc à la limite il faudrait qu'ils puissent résister pour rester dans le système et faire évoluer, mais parce que c'est ces gens-là on crée un truc à côté et puis le système se videra petit à petit. Oui, moi plutôt que de se battre. Moi je serais plus comme ça. Je pense que ça serait vraiment intéressant que tous ces gens arrivent à s'unir, à être en contact les uns avec les autres. Surtout avec Internet maintenant, je veux dire, c'est tellement facile, le mail et tout ça, monter un truc et puis à force, c'est l'union qui fait la force. Hein, de toute façon. Mais c'est facile de monter une école comme ça alternative. C'est très difficile. Mais n'importe, il faut profiter des lois qui sont différentes. Ça peut être une école en dur, ça peut être un cours par correspondance, une école numérique comme il y a à Clonlara aux États-Unis, n'importe quoi. Je veux dire, il faut profiter des failles des lois, enfin ou des différences des lois à chaque fois et monter quelque chose. S'il y a tant de bonne volonté et tant de compétences, c'est bête de laisser tout ça partir. C'est ça quoi. Donc les contraintes viennent des collègues, pas tellement des inspecteurs. De l'enseignement, enfin du système, et aussi en général. Aussi les parents, oui. Oui, il y a un peu de tout, il y a des bons et des moins bons dans toutes les parties, je pense. Non, mais moi je pense à des mamans qui sont des amies et qui ont un vrai besoin d'avoir des notes, un suivi, ça les rassure énormément et à la limite quand il n'y a pas ça, elles stressent encore plus leur enfant. Donc voilà. Ça serait même une majorité que ces gens-là restent dans le système. Non, je pense qu'il y a des gens qui ne réfléchissent pas jusque-là.
Oui, mais enfin... Enfin, qui se posent pas la question. Ils ont été à l'école, ils ont... Non, oui, c'est la majorité des personnes. Et il y en a qui ont réfléchi, mais qui se sont dit, je préfère ça, ça me rassure plus, moi. C'est la compétition entre les enfants, entre les parents, entre les collègues. C'est beaucoup la compétition, la jalousie, l'un fait plus que l'autre. Et c'est pas ça le but. C'est vrai qu'il y a des projets maintenant pour faire des logements communs. Oui, il y a beaucoup donc pourquoi pas des projets pour des écoles communes ou une autre façon de vivre l'école. Je pense qu'il faut prendre des initiatives et trouver des solutions parce qu'il y a des tas de possibilités. Les crèches parentales, c'est devenu quelque chose de normal. L'école parentale pourrait exister aussi. Il y en a en Allemagne justement parce que comme ils ont cette loi qui les oblige à aller à l'école, en fait ils créent des écoles comme ça entre eux pour biaiser. Et toutes ces histoires d'écolieux, de lieux collectifs d'habitat, ça règle les problèmes justement de mères célibataires parce que. Mais en Afrique, on dit il faut un village pour élever un enfant et on l'a perdu. Mais on revient, je pense qu'on revient avec ce genre de mouvement, je pense qu'on y revient. Mais on se sent assez seul, extraterrestre. On passe sa vie sur Internet. À Paris d'enfants, de parents maternants qui s'appellent justement les parents extraterrestres. Et c'est maman Nonsco qui l'a monté parce qu'elle dit on est complètement extraterrestre. Ah, c'est chiant, moi j'en peux plus de répéter. En plus, moi je suis végane, je fais pas de vaccin, enfin, je cumule comme ça. Et chez Nonsco, il y a souvent tous ces caractères. J'ai envie de donner une liste de livres aux gens, dire pose pas de questions, va lire des livres. Enfin, pourquoi tu me demandes, demande à Google. Mais moi j'offre des livres à tout le monde. Ouais, abonnement pour comprendre. Mais c'est pas plus... Enfin, allez, moi je suis pas maman solo, enfin, on est une famille recomposée, mais c'est difficile aussi quand le conjoint n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Mais ça, c'est... Mais il y a des couples qui se sont séparés à cause de la Nonsco. Oui, enfin... On n'était pas loin d'eux, mais... Parce qu'au bout d'un moment, ça... Alors, il y a deux problèmes, en fait. Bon, c'est souvent des couples dans lesquels il y a eu des problèmes avec l'inspecteur et que ça a fini au tribunal. Et ça crée tellement de tensions que tous les couples ne résistent pas à ça. Quand il y a des années de tribunal, des années de procédure, c'est pas toujours évident. L'autre problème, c'est quand les couples se séparent et que du coup, le papa, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, instrumentalise la Nonsco et ça devient un argument au niveau du tribunal. Oui, mais les enfants sont pas allés à l'école. Mais alors, c'est la Nonsco, c'est l'accouchement à la maison, c'est l'allaitement, c'est le mode de vie, enfin c'est tout là. À ce moment-là, il fait feu de tout bois. Il y a beaucoup de cas comme ça. Et du coup, moi je pense que non seulement les enseignants devraient être formés à cette forme d'apprentissage, mais aussi les psys, les éducateurs, les juges, les avocats, évidemment le personnel de mairie qui fait les enquêtes et les inspecteurs. Je veux dire, c'est pas simplement la sphère académique, la sphère scolaire qui devrait être formée, c'est aussi toute la sphère sociale et juridique. Mais ça c'est juste pour les gens qui veulent... Enfin moi je pense que ceux qui vont être formés, c'est les gens qui vont vraiment présenter l'ouverture d'esprit, parce que ceux qui sont vraiment réfractaires à tout ça, dont mon mari, et j'essaye de pas aller trop vite justement pour lui, pour préserver notre noyau familial, mais j'aurais beau lui dire, bah viens avec moi regarder ce film-là, il va dire, mais c'est des extraterrestres, c'est des gens marginaux, c'est des gens qui ne m'intéressent pas, vraiment, il est très carré, très fermé, très... voilà, Mais parfois c'est la souffrance d'un enfant, que la souffrance devient trop grande, là il commence à se dire, bon mince, il faut peut-être réagir quand même. Bah là c'est mon aîné qui est du mariage précédent qui est en souffrance, donc ça me touche moins. Bah oui, bien sûr. Voilà, et c'est pour ça que moi je suis dans le questionnement, dans la remise en question, dans la recherche, parce que ça ne touche pas encore notre fille qui va avoir 5 ans, et le fait de remettre en question plein de choses avec l'aîné qui m'apprend, elle, finalement, à être maman et tout ça, ben, j'aurai déjà la deuxième aura déjà un certain avantage, puisque voilà, elle ne sera peut-être pas dans les mêmes difficultés que l'aîné, et donc le papa ne sera pas confronté à cette difficulté. De toute façon, la Nonsco, c'est une remise en question perpétuelle. Hein. C'est jamais acquis. Et à l'intérieur d'une même famille, de toute façon, il y a des enfants différents. Automatiquement, il y a des familles où il y a des enfants qui vont à l'école et d'autres qui n'y vont pas. Et on s'adapte en permanence. Je pense que c'est la vie. Enfin, oui, c'est ça. C'est justement ça qu'on a essayé de balayer, toute cette impermanence, faire des belles choses carrées pour être en sécurité. C'est juste sur mesure. Là, effectivement, nous, dans notre vie, on s'habille chacun différemment, on mange chacun différemment. À chaque moment, il faut différent. Ça ne peut pas être codifié comme ça, on appuie sur le bouton et hop, on en prend pour 10 ans. Avec un enfant, c'est pas 10 ans. Non, en plus, avec une évaluation toutes les 10 ans. C'est CDI par an. C'est ça.
CDI non rémunéré. Mon premier reconnu, CDI. mais celui-là, socialement, il vaut rien. Mais c'est rassurant de voir, enfin voilà, de rencontrer des gens comme ça, de parler avec d'autres personnes. Mais je pense qu'il y en a de plus en plus qui se posent des questions et qui entendent des belles histoires comme celle de Stern, celle qu'on a vue dans le film. Parce qu'il y a de plus en plus de livres aussi qui sortent avec des beaux récits. Et de plus en plus d'articles de journaux. Mais je dirais, il y a de plus en plus qui font ça dans les situations qu'on est en train d'évoquer là. Mais je dirais, depuis que moi j'en parle dans mon environnement, je découvre plein de gens qui n'ont pas été scolarisés pendant toute leur vie. Bon, j'ai ma voisine qui a fêté ses 80 ans. Bon, il y avait la guerre, et ben elle n'a pas fait d'école primaire parce qu'elle est restée chez elle. Et elle est rentrée directement au collège. Et en fait, on a oublié des circonstances qui étaient des circonstances dramatiques d'ailleurs, qui ont fait que des tas de gens des générations antérieures n'ont pas fait une scolarité banale comme nous, on imagine que tout le monde doit la faire pile poil. Et c'est... Bon, c'est l'exemple d'Arno Stern, puisqu'il a été enfui d'Allemagne en 1933 et il n'a pas été scolarisé pendant son enfance et son adolescence. Et en France, il y a quand même le plus connu, c'est Jean d'Ormesson, de l'Académie française, qui dit toujours « j'ai eu beaucoup de chance parce que je fais partie des rares Français qui ne sont jamais allés à l'école ». Il a été à l'école à partir de Cagnes et Hippocagne, donc après le bac. C'est ça. Mais alors, Gisèle Casatsu, qui était comédienne à la Comédie Française, qui vient de fêter ses 100 ans, c'est la même chose. Elle n'a jamais été à l'école et puis elle s'est mise à préparer un concours pour devenir comédienne. Mais elle dit, moi j'étais d'une famille, de toute façon on apprenait les notes avant d'apprendre les lettres. C'était une famille de musiciens. Donc en fait, il y a beaucoup plus de gens que ce qu'on pense. Oui, nous, si on revient un peu aussi, parce que le film j'avais vu hier, je ne me rappelle pas exactement, je crois que c'était Aaron. Aaron, qui avait commencé à lire à l'âge de 12 ans, c'est ça? Et si je me rappelle aussi l'intervention de Madame l'inspectrice de hier soir et de ce que vous avez dit tout à l'heure, par rapport à la situation concrète du Luxembourg, à partir du début du, je ne sais pas de bêtises, du cycle 3, ils ont quoi? Ils ont 8 ans environ? Ils ont 8 ans environ, ils sont censés savoir lire et écrire. Ils apprennent le cycle 2. Oui, justement, dans l'optique d'une famille qui fait du NOSCO, avec le contrôle de l'inspecteur, l'inspectrice, avec des socles de compétences, on se retrouve dans une situation où, à l'âge de 8 ans, l'enfant est censé savoir écrire et lire. Donc, une affirmation telle que celle de Aaron serait inconcevable au Luxembourg. C'est pour ça que je lui avais posé la question hier. Oui, je me rappelle. Et si vous aviez un enfant comme ça à contrôler, parce que déjà, le problème des contrôles en France, par exemple, c'est que bon, parfois ça se passe bien. Les familles, les inspecteurs, tout le monde fait l'effort de se mettre à la portée de l'autre. Les inspecteurs, ils essayent de comprendre comment ça fonctionne, parce que ce sont des apprentissages qui ne sont pas scolaires, ils ne sont pas préparés à ça. Il y en a d'autres, c'est le mur, on ferme le rideau et ça se finit au tribunal. Mais, et donc, je disais à l'inspectrice, mais vous vous retrouveriez à contrôler une famille comme ça qui fait ce genre d'apprentissage, donc que vous ne connaissez pas parce que ce n'est pas scolaire, et vous rencontriez un Aaron, donc un gamin de 8 ans, 10 ans qui ne sait pas lire, comment vous allez réagir? Bon, elle a dit qu'elle regarderait s'il y a autour l'environnement que les proposent les parents, les autres choses qu'il fait, etc. Mais il y a quand même pas mal d'inspecteurs qui... Parce qu'entre les lignes, on a compris que c'est complètement aléatoire en fonction de l'inspecteur ou l'inspectrice sur qui on va tomber. Mais il y a quand même des droits au-dessus, hein, parce que c'est ce que disait l'avocat. Quelque part, on peut arguer que la pédagogie qui est suivie à l'école ne correspond pas à nos convictions. Donc après, c'est un combat, il faut une masse critique pour que ça passe, mais même les enfants non scolarisés sont soumis à un contrôle externe en fin de 2e primaire, en fin de 4e primaire et en fin de 6e primaire. En Belgique, ça ne passerait, le unschooling, ça ne passe absolument pas. On est pratiquement obligé de s'abonner aux cours par correspondance. Et je voulais avoir concrètement votre avis, parce qu'évidemment, ça me fait rêver le unschooling, mais est-ce qu'on peut expédier vite fait en 1 heure le matin le cours par correspondance et sans gâcher tout? Enfin voilà, moi si je suis toute prête à me lancer avec voilà, écoutez, moi ma fille aînée, elle a su lire vers 9-10 ans, d'accord? Elle a essayé le CP, donc la première année d'école primaire qui a 6 ans en France, elle a essayé, ça a duré 10 jours. Donc on a arrêté vite fait les frais, et toute cette année-là, on n'a pas été contrôlé. La 2e année, donc l'année de CE1, donc de 7 à 8, si vous voulez, on a eu le contrôle au mois de décembre. Elle ne savait pas lire.
Donc j'ai dit à l'inspecteur, chez moi on n'apprend pas à lire en un trimestre pour passer sa vie chez l'orthophoniste, donc elle apprendra sur la durée. Et voilà, donc c'est passé comme ça. Et ensuite, elle n'a pas eu de contrôle parce qu'on avait pris les cours par correspondance, parce qu'à l'époque, depuis il y a une jurisprudence, mais à l'époque ça protégeait du contrôle. Et elle ne savait pas lire encore, et elle ne savait pas écrire de toute façon. Donc on les a envoyés, on a fait un trimestre qui nous a fait une année d'ailleurs, et puis on a fait beaucoup traîner les choses. Mais moi je lui expliquais les choses, elle recopiait comme elle pouvait, mais voilà, ça nous a protégés pendant un an, le temps qu'elle sache lire et qu'elle soit à l'aise. Et après elle a eu très peu de contrôle, parce que après il s'est passé différentes choses, mais elle a quasiment pas été. Mais effectivement, je crois qu'il faut expédier. Voilà, il faut lui dire qu'on fait vite ça, et après chez nous ce serait vraiment... Il se consacrerait à ses passions, parce qu'il est scolarisé pour le moment en maternelle, et vraiment, il pleure tous les soirs en disant j'ai plus de temps pour mes passions. Il a 5 ans tout juste. Ses passions, c'est les robots et l'espace. Voilà. Et c'est vraiment... Ouais, maintenant l'apprentissage de l'écriture, la lecture, ça peut se faire beaucoup par le jeu aussi. Sans que ce soit une contrainte très scolaire. Hein, je veux dire. Non, mais c'est parce que nous... C'est une motricité aussi, ils sont pas trop... Alors, utiliser l'ordinateur. Moi, j'avais fait ça avec une petite fille qui avait un certain nombre de difficultés au niveau graphisme. Et quand je la faisais écrire sur l'ordinateur, ça passait mieux. Donc, profitez peut-être de ça, parce que surtout que maintenant... Alors, en France, les non-scos utilisent souvent les cours EAD belges. Oui, hein, et ils ont la plateforme Moodle. Donc, vous pouvez taper le cours sur l'ordinateur et l'envoyer directement via la plateforme. Donc, il n'y a pas besoin que ce soit manuscrit. Et ça sera peut-être... Et du coup, ça permet aussi... C'est fini. EAD, le cours belge. Que les cours éphémères ou les cours... c'est très cher en Belgique. C'est cher et c'est pas très folichon. Enfin, c'est pas très mais les cours belges sont pas très folichons non plus. Mais EAD est très apprécié dans les familles non-sco. Moi j'en ai utilisé quelques matières pour mes filles. Et EAD a la souplesse que par exemple si votre gamin quand il est plus grand, il a je sais pas tel niveau en maths et un autre niveau en français, on peut prendre comme ça. Tandis qu'en France il faut prendre la classe. Et le cours, moi j'avais pris un cours c'est l'équivalent un peu de technologie, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et c'était très joli, il y avait plein de dessins, de couleurs. Enfin, mes filles aimaient bien. C'était très concret. Il y avait des histoires de vélo, de dynamo de vélo, de sens de vent, vraiment des choses concrètes qu'on n'avait pas dans les cours français. Et elles avaient bien aimé ça. Mais, par exemple, aux États-Unis, on voit que donc ils font leur bac, ou des fois ils ne font même pas le bac et ils rentrent à l'université. Est-ce qu'ici c'est aussi possible? Il y a un examen d'entrée dans beaucoup d'écoles supérieures à l'université. Oui, mais normalement il faut montrer le bac. Mais de plus en plus on n'exige pas. Mais ça, d'accord. Parce qu'en Belgique, il y a le jury central qui correspond au bac, mais il y a un taux de réussite de 4%. Bon, à mon avis, il y en a beaucoup qui se présentent en sachant pour essayer. Moi, je connais quand même qui ont réussi, mais de plus en plus à l'université, il y a un examen d'entrée ou un test d'aptitude plutôt que de demander le certificat de secondaire. Moi, je fais des études en promotion sociale, là, c'est des cours pour adultes, c'est un bachelor. Et il y a plein de gens qui n'ont pas leur bac, il y a un petit examen d'entrée super dur à rater. Mais tu fais à la main. Donc là, je suis à Miroir. J'ai fait l'année dernière à Miroir. Je vais retourner à la Miroir. Ouais, mais c'est un jour semaine ou deux. Et ça, la promotion sociale, surtout si tu es seule. Parce que moi, je m'étais inscrite à Liège. Puis, non, je ne viendrai pas. En plus, pas soutenue par mon mari, évidemment, dans ce genre de choses, dans ce genre de démarche. Et entre le boulot, le joliponnet, mes filles... non, moi là, j'ai que ma fille, le boulot et... Il y a moyen d'avoir le bac en promotion sociale aussi. Et là, on se retrouve avec des adultes qui n'ont pas eu l'occasion de faire des études et qui sont motivés plutôt que dans une école avec d'autres de 17 ans. Ça veut dire... Non, mais la pédagogie, du coup, est chouette. Les profs sont des personnes